Donc j'ai intitulé ça Péril en la demeure Terre, avec comme sous-titre les périls planétaires. Alors, il faut bien comprendre que la Terre est une planète très singulière. Hein, donc voilà une petite dia qui vous remontre le système solaire. Hein, c'est la troisième sur une liste d'orbites autour du Soleil, avec des caractéristiques qui permettent en fait à l'eau d'être à l'état liquide sur notre planète, et donc ça a permis l'apparition de la vie. Vous voyez ici une photo vue de l'espace de la Terre où on voit bien la prédominance de l'eau liquide. Alors une planète très singulière parce qu'en fait elle présente une activité tectonique déjà, hein, donc ça veut dire que les continents et tout ça, ça bouge. Et mine de rien, c'est extrêmement important parce qu'en fait, toute l'eau à l'état liquide peut persister uniquement sur ce genre de planète parce que sinon, c'est piégé dans les roches. Donc, c'est pour ça que ça persiste à l'état liquide sur la planète. Et puis surtout, elle est singulière parce qu'à l'heure actuelle, c'est probablement la seule où la vie est apparue. Ça n'exclut pas qu'elle puisse apparaître ailleurs, mais pour le moment, on n'a aucun argument en faveur d'une vie extraterrestre. Alors, la formation de la Terre, elle a 4,5 milliards d'années, avec des données très pointues qui nous montrent que la vie est apparue il y a au moins 3,8 milliards d'années, donc à travers des formations récifales hein, qui résultent d'une activité de certaines bactéries unicellulaires, hein, des cyanobactéries. Les stromatolites, hein, je vais vous en montrer un petit exemple. Bon, cette dia vous montre juste quelques jalons extrêmement importants qui montrent que la Terre évolue. Hein, donc, vous voyez qu'on est passé d'une atmosphère très anoxique à une atmosphère qui commence à s'enrichir en oxygène, mais qui reste très toxique. Et enfin, on arrive, il y a à peu près 600 millions d'années, avec une atmosphère qui contient à peu près le taux d'oxygène qu'on a à l'heure actuelle. Et ça a permis, mine de rien, vous voyez, de faire apparaître tous les grands plans d'organisation hein, qui ont été décrits dans des gisements fossiles au niveau de la faune des Diacara, hein, du côté de l'Australie. Et donc ici, c'est à ce moment-là que la conquête du milieu terrestre a pu se faire. Hein. Il y a aussi eu la formation d'une couche d'ozone, hein, on en reparlera, qui protège contre les UV, qui sont de puissants agents mutagènes. Et donc la vie sur Terre était très compliquée avant que cette couche n'apparaisse. Alors voilà un exemple de fossile qui date d'il y a 3,8 milliards d'années et qu'on retrouve de nos jours, hein, donc dans des régions avec de l'eau peu profonde, qui permet donc à des bactéries, des cyanobactéries, donc à travers leur activité photosynthétique, de générer donc de ce qu'on appelle des formations récifales, qu'on appelle les stromatolites. Alors on a défini ce qu'on appelle l'écosphère. Donc c'est notamment un professeur de Paris 6, maintenant Paris-Sorbonne, qui contient en fait un ensemble de sphères, la biosphère, donc l'ensemble des animaux, l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Donc c'est repris ici. Hein. Donc la biosphère, c'est la partie biotique donc, de notre écosphère. Donc c'est celle qui regroupe tout ce qui est organismes vivants, donc animaux, végétaux, champignons, prokaryotes, etc., etc. La lithosphère, c'est la fine couche donc, à la surface de la Terre, donc, qui contient la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau. C'est ça qui bouge, hein, donc, qui est animé par l'énergie qui résulte des grands mouvements de convection qui existent dans le manteau. L'hydrosphère, donc avec la particularité pour l'eau d'exister sous les trois états. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique de la Terre, donc sous forme liquide, solide et gazeuse. Et enfin, l'atmosphère, donc c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure donc notre planète. Alors les trois sphères abiotiques et la sphère biotique sont donc en interaction les unes avec les autres. Elles reçoivent de l'énergie donc au niveau à travers les émissions du rayonnement solaire, et donc ça émet donc de l'énergie calorique hein, qui est réémise notamment par la Terre. Alors la vie sur Terre, c'est vraiment le biotope, donc tout ce qui est atmosphère, hydrosphère, donc tout ce qui est abiotique et l'énergie qu'on reçoit. C'est grâce à ça que la vie a pu apparaître. Et cette énergie, elle va provenir pour l'essentiel de l'activité d'organismes dits photosynthétiques. Donc c'est les plantes, essentiellement, mais pas que. Hein, il y a beaucoup de prokaryotes hein, qui ont une activité photosyntétique. Hein, c'est par exemple les cyanobactéries donc, que j'ai évoquées tout à l'heure.
donc la partie abiotique, c'est ces 3 sphères ou compartiments, hein, vous les appellerez comme vous voulez, et donc la biosphère qui regroupe l'ensemble des organismes vivants. Alors les briques du vivant, c'est tout ce qui est organique, hein, donc c'est le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le phosphore et le soufre, pour citer les plus importants. Donc ces éléments, ces briques de base sont constamment échangées à travers les êtres vivants, hein, donc le long d'une chaîne trophique par exemple, mais ils sont aussi véhiculés donc sous différentes formes dans les 3 sphères abiotiques. Et donc, on va définir ce qu'on appelle des grands cycles biogéochimiques. Alors, vous en connaissez sûrement certains. Hein, les classiques qu'on apprend au collège et au lycée, c'est le cycle de l'eau, le cycle du carbone, mais il existe aussi des cycles biogéochimiques pour l'azote et le phosphore, dont on reparlera d'ailleurs, puisque ça fait partie d'une des grandes limitations à ce jour. Alors la biosphère est particulière, hein, elle reçoit de l'énergie, donc les producteurs, donc les végétaux qui assurent la photosynthèse, c'est le maillon initial donc d'une chaîne trophique qui va donc être consommé par les animaux, hein. On va définir différents niveaux de consommateurs, hein, primaires, secondaires, avec en bout de chaîne donc les grands prédateurs, dont l'homme hein, d'ailleurs. La particularité en fait de ce compartiment, c'est l'existence de décomposeurs. En fait, ils sont capables donc de recycler, mais quasiment à 100%, la totalité des déchets qui sont produits. Et donc ça a une très grande importance hein, donc dans ce compartiment, puisque ça peut être réutilisé dans ce cycle. Alors superposé à cette écosphère, on a défini ce qu'on appelle une éconosphère, donc qui est relatif au fonctionnement des sociétés humaines. Donc on a un système de production qui va faire appel donc à une main-d'œuvre qui sont les consommateurs et qui vont donc être sur le marché du travail pour pouvoir donc assurer cette production. Le petit bémol, c'est que cette éconosphère est en fait un sous-produit, une sous-partie hein, donc de la biosphère. Il va en fait prélever au niveau de la biosphère ce dont il a besoin, pour l'essentiel les ressources, donc pour l'alimentation, pour se chauffer, les minerais, etc., etc. Et il va rejeter donc une grande partie de ces déchets. Et contrairement à ce qu'on a pu voir dans la biosphère, une grande partie de ces déchets vont être compliqués à être recyclés. Donc l'éconosphère, c'est une sous-partie de cette biosphère, c'est un système ouvert hein, qui reçoit donc de l'énergie. Et évidemment, tout ce qui est déchets donc générés, toutes les pollutions vont être rejetées donc dans cette biosphère. Et évidemment, cette biosphère va comporter un certain nombre de limites qui ne sont comprises et admises que depuis finalement très peu, et encore pas pour tout le monde. Ce qui est clair, c'est que l'énergie et les matières ne sont pas infinies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que ça soit ancré chez tout le monde. Il y a une finitude de notre planète, quoi. On peut pas ad aeternam prélever des minéraux ou des matériaux combustibles. Et par ailleurs, ces capacités de renouvellement sont très limitées. Donc on verra un certain nombre d'exemples donc à travers cette conférence. Et donc on en est amené à définir ce qu'on appelle le développement durable ou soutenable. Donc qu'est-ce que c'est que la soutenabilité ou la durabilité ? En fait, c'est par analogie avec les discours économistes, on peut comparer ça à de l'offre et de la demande. Donc en gros, la demande, c'est ce que nous, on a besoin. Donc c'est l'ensemble des services qu'on pourrait donc prélever sur la biosphère pour faire fonctionner notre éconosphère. Et évidemment, cette biosphère, elle a des capacités limites. Elle peut proposer un certain nombre de services si on peut les générer. Et donc, c'est ce qu'on va assimiler à de l'offre. Donc, on a d'un côté une demande et de l'autre de l'offre. Et on a ainsi défini ce qu'on appelle des indicateurs pour pouvoir justement comparer cette offre et cette demande. Et on l'a exprimé donc en surface bioproductive en hectare global. Voilà, donc ça c'est le moyen qui nous a permis donc de définir en fait des concepts et des notions comme l'empreinte écologique. Alors ces concepts ont été introduits dans les années 90 par des activistes environnementaux. Ces deux concepts sont évidemment indissociables l'un de l'autre, puisqu'il y en a un qui c'est la demande et l'autre correspond à l'offre.
et en fait, grâce à ces indicateurs, on peut effectivement comparer l'offre et la demande, donc l'empreinte écologique et ce que peut fournir la Terre, hein, donc sa biocapacité. Donc vous avez ici à peu près ce qui est possiblement fourni, donc la biocapacité de la Terre. Donc c'est la surface biologiquement productive, donc en 2019. À l'heure actuelle, elle est de 12,2 milliards d'hectares global. Elle était un petit peu moins importante il y a une vingtaine d'années, donc on a effectivement réussi un tout petit peu à augmenter la surface biologiquement productive en une vingtaine d'années, mais ça reste très limité. Déjà par le fait qu'il faut le rapporter au nombre d'individus qui a aussi augmenté un petit peu et qui risque d'augmenter encore au moins jusque dans les années 2100 où là on estime qu'il y aura une stabilisation aux alentours de 10-11 milliards, sauf catastrophe hein, évidemment. Et donc si on rapporte ça au nombre d'habitants, on en arrive à peu près à 1,6 hectare global par habitant. Donc c'est essentiellement fourni par les surfaces agricoles, les forêts, les zones urbaines, les zones de pêche, etc., etc. Voilà, vous avez ici un petit fromage qui vous montre l'importance des forêts et des surfaces agricoles. Alors l'empreinte écologique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un indicateur qui va tenir compte effectivement des ressources qu'on prélève et des déchets qu'on rejette. Donc c'est une mesure de la surface nécessaire pour produire ce dont la société a besoin. Et aussi d'absorber les déchets d'un groupe humain. Alors évidemment, ça peut s'appliquer à un individu, une ville, mais ça peut aussi s'appliquer globalement donc, à la planète, donc à la Terre. Donc les différentes surfaces, je les rappelle, hein, pêche, terrain construit, mais surtout champs cultivés, forêts, pâturage, etc., etc. Alors l'empreinte écologique, ce concept va nous montrer quelle est la pression de production et de sa consommation. Donc ça va mesurer la surface de terre et d'eau biologiquement productive dont la population, notre société aura besoin, mais également pour assimiler ces déchets. Et il se trouve qu'en 2016, elle a été estimée à 20,5 milliards d'hectares global. Donc en fait, plus que ce que peut fournir la Terre. Hein, on fera le rapport entre la biocapacité et l'empreinte écologique. Si on fait le rapport entre ce qu'on a vu avant, 1,6, ce que peut fournir la Terre, et ce qu'on consomme réellement, donc qui tient compte des ressources qu'on prélève et des déchets qu'on rejette, on en arrive à 2,75 hectares global par individu. Donc en gros, c'est comme si nous consommions par an 1,7 planètes. Donc on vit à crédit. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça risque, à terme, on va surpasser les capacités de génération de la Terre et donc ça peut conduire à des collapses, hein, comme disent les Américains, à des catastrophes qui sont très bien décrits dans le bouquin de Jared Diamond, hein, Collapse, qui s'appelle comme ça, où il a décrit le déclin d'un certain nombre de civilisations, dont des civilisations relativement simples, comme l'île de Pâques, où ils ont en fait beaucoup prélevé leur forêt, quoi, et ils ont outrepassé leur capacité de génération, et on en arrive à un résultat que vous connaissez actuellement, hein, c'est un caillou, il n'y a plus rien. Alors qu'à l'époque, c'était une forêt. Et donc, le risque, c'est d'en arriver là. Et donc, on voit qu'on a dépassé, en fait, le point clé, c'est les années 1970. Hein, on voit que l'empreinte écologique a dépassé la biocapacité et les projections dans le futur ne sont pas très optimistes. Hein, vous voyez que ça s'écarte de plus en plus. Et donc, on vit de plus en plus à crédit, donc, aux dépens de notre planète. Alors évidemment, ce n'est pas réparti de manière très égale à la surface de la Terre. Hein. Ceux qui consomment le plus, évidemment, c'est les pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Et là où ils sont encore en dessous donc, de la biocapacité, c'est l'Afrique et puis certains pays donc, de l'Asie du Pacifique. Donc là, vous avez une autre représentation donc, de la consommation par quelques pays. Et vous voyez que le record, évidemment, est détenu par les Américains. Ils en sont à 4 planètes par an et par habitant, alors que les pays européens, ils sont entre 2 et 3. Et si on veut aller à des pays où c'est un peu moins, c'est 0,5. La Chine, c'est clair que ça commence à augmenter. Et les perspectives d'avenir, c'est une augmentation considérable. Hein. Donc,
Là, vous avez un schéma qui vous montre l'évolution de l'empreinte écologique en fonction de l'indice du développement humain. Et on voit clairement que l'environnement est plutôt préservé dans les économies très sous-développées ou sous-développées, alors que ça commence à poser des problèmes dans les pays très développés. Et on voit bien que pour une faible augmentation de la qualité de vie, l'empreinte écologique augmente drastiquement. Il n'y a guère qu'un seul pays à l'heure actuelle qui est à peu près à l'équilibre, c'est Cuba. Sinon, tous les autres pays, vous voyez, la France, elle se situe là, les Américains, ils se situent par là-bas. L'empreinte écologique est particulièrement élevée. Donc un autre terme qui est souvent utilisé, c'est le jour du dépassement. En gros, ça représente la même chose. C'est le jour à partir duquel on commence à vivre à crédit aux dépens de notre planète. Donc il est estimé en Europe au 10 mai, au niveau mondial, fin du mois de juillet. Donc il y a eu une petite embellie en 2020 à cause de l'époque du Covid, vous vous rappelez. Donc ça a été repoussé vers le 20 août. On a gagné un mois, à peu près. Mais ça n'a pas duré. Vous voyez qu'en 2021, c'est retombé au 29 juillet. Donc en d'autres termes, nous vivons à l'heure actuelle à crédit donc, à partir de cette date. Donc tout ce qu'on prélève à partir du 29 juillet, c'est comment dire... mince, je ne trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave, on en reparlera tout à l'heure. Donc l'empreinte écologique a été un concept important parce qu'il nous a permis en fait d'envisager des protections, une gestion et une restauration des écosystèmes. Alors à travers un certain nombre d'actions, notamment la législation et la fiscalité. Vous avez tous entendu parler de la taxe carbone. C'est ce genre de choses qui ont été donc mises en place pour réduire autant se faire que peut l'empreinte écologique. On a aussi visé à améliorer donc nos systèmes de production afin de les rendre moins polluantes. Et puis on a aussi des actions incitatives qui consistent à changer un tout petit peu nos modes de consommation, donc manger plus local, éviter d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc c'est ce genre de choses qui sont en train de se développer petit à petit. Alors cette empreinte écologique, elle fait l'objet de pas mal de critiques, mais dans l'ensemble, elle nous montre quand même qu'on vit vraiment à crédit. Alors un autre petit défaut à cette empreinte écologique, c'est qu'elle ne tient pas compte de tout. Les estimations, elles sont évidemment très prudentes, mais elles ne mesurent pas, par exemple, l'impact des pollutions sur l'eau. Elles ne montrent pas non plus les dommages irréversibles liés à la libération dans l'environnement de très nombreux produits. Donc des produits toxiques comme les déchets nucléaires. Il n'y a pas non plus de prise en compte de l'érosion, de l'usure des sols, de la biodiversité qui se fait éroder. Donc il y a un tas de paramètres qui ne sont pas pris en compte dans l'empreinte écologique. C'est pour ça qu'on a défini ce qu'on appelle les limites et des frontières planétaires, donc qui ont été définies à partir des années 2009 et puis réactualisées en 2015. Alors ces limites et frontières planétaires, pourquoi est-ce qu'elles existent? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Alors il faut bien comprendre que c'est lié au fait que l'homme s'est sédentarisé donc, suite à l'apparition d'une période interglaciaire, à peu près 12 000 ans, moins 10 000 avant Jésus-Christ. Donc c'est une période qu'on appelle l'Holocène. Donc c'était une période qui était particulièrement propice à la sédentarisation, donc c'est là que l'agriculture a été inventée. Donc on s'est retrouvé à une époque avec une couche d'ozone qui empêchait les UV mutagènes de pénétrer. Ça a permis évidemment la sédentarisation et l'invention de l'agriculture. La biodiversité, elle était encore très, très intéressante. Les cycles biochimiques très équilibrés, l'eau accessible et propre, et plein de puits de carbone, donc notamment les forêts et les océans, donc garants donc, d'une régulation du climat. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'homme s'est développé, que nos sociétés se sont développées, on a commencé à perturber tous ces processus. Et ça a pris un impact majeur ces 100 à 150 dernières années. Alors on a évidemment beaucoup prélevé de ressources naturelles. Donc c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les problèmes d'empreinte écologique. Donc ressources naturelles, gestion des déchets, mais on a aussi affaire maintenant à des grands problèmes d'érosion de la biodiversité, on en reparlera tout à l'heure, le dérèglement du climat, pendant longtemps on a fait la politique de l'autruche et on n'y croyait pas,
toutes les pollutions qui commencent à prendre des proportions extrêmement importantes, donc qui touchent toutes les sphères abiotiques, hein, donc que ce soit la terre, l'air ou l'eau. Donc tout est touché, et évidemment l'homme, hein, avec un impact majeur sur la biosphère en général, mais sur la santé humaine en particulier. Donc on verra aussi quelques exemples. Donc le corollaire de tout ça, c'est qu'il va falloir qu'on modifie des choses. Hein, il va falloir qu'on modifie très probablement nos modes de vie, nos modes de développement, ben justement pour permettre donc un développement durable, si on veut persister sous forme de société humaine. Donc, et donc générer un environnement qui reste compatible avec des vies. Donc il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il va falloir qu'on sensibilise évidemment des gens comme vous, mais surtout nos décideurs politiques, parce que les actions individuelles c'est bien beau, mais il ne faut pas rêver, s'il n'y a pas d'action politique derrière, on n'ira pas bien loin. Donc la définition de ces frontières et de ces limites planétaires vont servir, vous verrez, de boussole hein, pour nos décideurs économiques et politiques pour essayer de faire avancer les choses et puis essayer de créer une société qui va être compatible justement avec une planète qui est propice à la vie. Donc déjà en 1972, hein, il y a une équipe de scientifiques au MIT hein, qui avait élaboré un ensemble de scénarios qui tenaient compte d'un certain nombre de paramètres, hein, comme la population, les ressources naturelles, les produits, les rejets de l'industrie, etc., l'alimentation. Et dans quel que soit le scénario qu'ils avaient envisagé, ça conduisait à chaque fois au collapse, à la date près, mais ça conduisait à chaque fois à un désastre. En 1972, hein, vous vous rendez compte, c'était le fameux rapport Mido, donc du Club de Rome. Donc déjà à cette époque, hein, les limites étaient pointées, et bon, vous verrez dans la conférence de Jérôme, à l'heure actuelle, avec la puissance de notre matériel d'analyse, hein, donc on en arrive exactement aux mêmes conclusions. Ils ont beau affiner les modèles, on en arrive exactement aux mêmes conclusions. Donc il y a eu des groupes d'experts qui ont été créés, notamment pour la problématique du climat, le fameux GIEC. Hein. Donc il y a déjà eu un certain nombre de rapports. Ils se sont surtout intéressés évidemment au problème de l'augmentation de la température, au dérèglement du climat, avec comme objectif d'atteindre une augmentation de la température moyenne pas supérieure à 1,5 ou 2 degrés. Donc ils espéraient arriver à cet objectif pour les années 2050. Ils sont déjà en train de revoir à la baisse et on pense qu'on atteindra ces températures en 2030. C'est bientôt, c'est demain. Hein. Donc les conséquences de cette augmentation de la température, elles sont quand même considérables. Hein. L'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que prévu. Et donc, c'est la disparition d'un tas de niches écologiques, hein, notamment pour les ours blancs. Il y aura une augmentation de la montée des eaux. Hein, donc, en soi, ça n'a pas l'air dramatique, mais ce qui va être dramatique, c'est les épisodes de tempête. Donc, vous allez avoir des tempêtes beaucoup plus importantes, qui vont être beaucoup plus dévastatrices. Il y a le problème du méthane, avec notamment le risque majeur de voir du méthane libéré en masse lors du dégel du permafrost. Et ainsi de suite. On voit déjà qu'il y a de plus en plus d'événements météorologiques qui sont extrêmes, hein, des tempêtes, des méga-feux et autres choses. Et puis on est en train de détruire nos puits de carbone hein, à travers l'acidification des océans et la destruction des forêts, qui sont les deux puits majeurs qui récupèrent le CO2 et qui régulent donc le climat. Oups, voilà. Donc cette notion d'empreinte écologique a eu le mérite de rendre démocratiques ces fameuses limites planétaires. Et de même, la prise de conscience date des années 80-90, avec déjà, vous voyez ici, l'évolution des températures moyennes. On voit clairement qu'il y a une augmentation. Hein. Et vous êtes un peu jeunes hein, pour la plupart, mais à l'époque, c'était extrêmement débattu. Et des gens extrêmement connus, qui étaient soi-disant, enfin, qui étaient hein, quand même, c'était quand même des scientifiques de renom, pour des raisons, conflits d'intérêts ou autres, je ne sais pas, nier catégoriquement l'existence des hausses de température liées à l'activité humaine. Hein. Un monsieur qui a eu le grand prix du CNRS, hein, donc un grand géochimiste, je ne vais pas le citer.
Et en fait, on se rend compte dans l'article précurseur donc, qui va poser les jalons des limites et des frontières planétaires, qu'un tas de paramètres environnementaux évoluaient drastiquement. Donc vous voyez, depuis les années, à partir du 19e, mais surtout à partir des années 50. Donc vous avez la teneur en CO2, je n'arrive pas à lire d'ici, mais il y en a tout un paquet, et on voit bien que tout augmente. Vous voyez l'érosion de la biodiversité ici, la teneur en CO2, le méthane, il doit être quelque part par là, les dérivés de nitrés, etc., etc. Donc on a vraiment une augmentation majeure, une modification d'un tas de paramètres environnementaux qui sont clairement liés donc, à notre activité humaine. Et donc, dans les années, à la fin des années 2000, en 2008-2009, un certain nombre de scientifiques qui viennent d'horizons très différents, donc des chimistes, des biologistes, des physiciens, des économistes, se sont réunis et ils ont défini ce qu'ils ont appelé une discipline commune, qui est donc la science du système Terre, the Earth System Science. Donc en fait, ils ont développé une approche qui est issue de la systémique, on en reparlera tout à l'heure, et qui étudie en fait les interactions entre ces différents compartiments. Donc la biosphère, l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Et ils ont ainsi dressé une liste de 9 processus qui régulent la stabilité de notre système Terre. Et donc ils ont essayé d'identifier pour chacun de ces processus des variables, des limites, des frontières qu'il ne faut absolument pas dépasser si on veut avoir une vie compatible avec ce qu'on fait actuellement. Et donc cette démarche a permis de tracer des contours de ce qu'on appelle un espace de fonctionnement sécurisé pour l'humanité, a Safe Operating Space for Humanity, donc défini par l'équipe de Rockström, donc dans l'article fondateur de 2009, suivi d'un deuxième en 2015. Et donc l'une de ces grandes originalités, ça a été d'identifier des limites et de définir en fait des frontières qu'il ne faut pas dépasser. Alors il y a des limites, des limites sans jeu de mots, il y a des critiques qui sont possibles, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Par exemple, il est évident que les cycles de l'azote et du phosphore sont très perturbés, mais on n'arrive pas trop à définir à partir de quand la rupture de l'équilibre va vraiment engendrer des problèmes majeurs. De même, notre connaissance scientifique n'est pas encore parfaite et le point de rupture n'est pas toujours bien défini. Donc c'est pour ça qu'on a défini en fait une frontière, le concept de frontière. En fait, ça illustre simplement le risque qu'on est prêt à prendre, nous, en tant que société, pour pouvoir continuer à vivre comme on le fait à l'heure actuellement. Et donc, éviter de rentrer dans un domaine où l'incertitude scientifique est trop grande. Donc, dès qu'on pénètre dans ce domaine d'incertitude, on risque de se rapprocher de ces fameuses limites et ça risque de générer des problèmes qui sont irréversibles. Et donc, ça a été illustré par ce genre de schéma. Donc vous avez ici, en fait, ils ont défini pour chacun de ces 10 processus ce qu'on appelle une variable de contrôle. Donc ici, je vous ai pris l'exemple du CO2. Et en ordonnée, donc, ils ont mesuré une réponse. Donc c'est comme une dose-réponse en physio, on a vu ça ensemble. Eh bien, on a la même chose. Donc ici, ils ont pris comme réponse donc la surface de la glace continentale, donc qui est évidemment corrélée à l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Et ils ont défini ce qu'on appelle une zone opérationnelle donc, de sécurité, une frontière qu'il vaudrait mieux pas dépasser parce que là, on rentre dans un domaine d'incertitude. Et là, vous avez la fameuse limite qui risque d'engendrer donc des problèmes qui risquent d'être irréversibles. Donc il vaut mieux être en deçà de cette frontière. Dès qu'on commence à pénétrer ici, là on commence à prendre des risques. On commence à prendre des risques et il vaudrait mieux ne pas y arriver pour éviter de dépasser ces fameuses limites qu'ils ont définies. Donc on verra que c'est évidemment toujours sujet à discussion. Et comme le dit Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui est complexe est inutilisable. Donc en fait, ils se sont inspirés de l'automatisme. Donc en fait, ils ont pris ce qu'ils appellent une boîte noire, ils ont regardé ce qui rentrait dedans, c'est la variable de contrôle, et ils mesurent ce qui sort, donc c'est la variable de sortie. Donc c'est comme une boîte noire. Donc la variable de réponse
qu'on a vu à l'instant, la température et la variable de contrôle pour le CO2. Donc c'était un exemple. Et donc ils ont appliqué ça à l'ensemble de leur processus. Alors un autre point particulier qui est important dans ces systèmes, c'est la notion de rétroaction. Et c'est ça qui fait en fait toute la problématique de ces limites. Hein. C'est qu'en fait, il existe un ensemble de boucles de rétroaction négatives, mais surtout positives, qui peuvent être à l'origine des ruptures d'un équilibre. Donc, je vous ai mis un exemple ici, hein, tout simple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc, ici, c'est la quantité de CO2 qui est donc libérée. Donc, le fait que le CO2 atmosphérique augmente, en fait, ça va être en partie séquestré par les océans. Mais le problème, c'est qu'avec le CO2 atmosphérique qui augmente, on va aussi contribuer à acidifier les océans. Qui dit acidification des océans, dit perte de la biodiversité animale et végétale dans les océans. Et donc, quelque part, vous allez moins séquestrer de CO2. Et donc, vous voyez comment ça se met en place, les boucles de rétroaction positive. Et donc, à un moment, on est arrivé à un phénomène où on peut plus contrôler tout ça. L'autre exemple qui risque d'arriver, c'est la libération du méthane qui est actuellement piégé dans le permafrost. On augmente la température, on risque de dégeler le permafrost et de libérer d'un coup le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Donc ça risque de s'emballer. Donc c'est ce genre de problème qu'il faut à tout prix éviter. Parce que le jour où ça s'emballe, ça va être compliqué à gérer. Donc l'article original de 2009 a défini ce qu'on appelle 9 processus environnementaux, dont 3 ont un effet global. Donc c'est le climat, c'est l'acidification des océans et c'est la couche d'ozone. Et 6 ont un effet plus local, mais qui peut s'étendre au niveau général. Donc c'est les différents cycles biogéochimiques, alors l'azote et le phosphore, surtout l'eau, c'est la charge atmosphérique en particules. Donc vous avez vu ces derniers temps le sable du Sahara, c'est un petit exemple. Vous avez surtout le changement d'affectation des sols, donc notamment lié aux problèmes de déforestation. Vous avez l'atteinte à l'intégrité de la biosphère, donc c'est la biodiversité qui est érodée. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'introduction de nouvelles entités. En fait, c'est les pollutions chimiques. Hein, donc c'est les plastiques pour parler des choses les plus récentes. Donc là, vous avez un petit tableau qui vous montre ces différents processus qui sont donc impliqués soit à l'échelle globale, soit à l'échelle plus locale, régionale, mais qui peuvent avoir des impacts in fine sur la globalité de d'autres systèmes Terre. Donc là, vous avez un petit fromage qui vous montre qu'en 2015, donc le deuxième article important, il y avait déjà 4 limites qui étaient dépassées. Hein, donc l'érosion de la biodiversité, le changement d'affectation des sols et les cycles biogéochimiques, donc de l'azote et du phosphore, ainsi que le changement climatique. Donc on va maintenant passer en revue rapidement les différents processus qui sont impliqués. On va essayer de définir, quand c'est possible, les différentes limites et frontières qu'il ne faut pas dépasser. On va voir quelles sont leurs conséquences et puis surtout qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Alors ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ces processus sont interconnectés. Hein, donc on a vu à travers mes exemples, par exemple, que la production de CO2, hein, donc la perturbation du cycle géochimique du carbone, va impacter à la fois l'acidification des océans, ça va induire un changement climatique, et puis in fine, ça va donc éroder la biodiversité. Donc tout ça, c'est en interaction, c'est interconnecté. Ces processus sont évidemment pas indépendants. Le cycle de l'eau est évidemment interconnecté au cycle biogéochimique, puisque ça va servir de véhicule, par exemple à l'azote ou au phosphore qui, in fine, va s'accumuler dans les océans. Et on va voir que ça peut générer des problèmes dont un est à craindre et il serait dramatique. Alors parmi les 9 processus, le tout premier à avoir été mis en évidence, c'était l'érosion de la couche d'ozone. Alors l'ozone, c'est cette molécule hein, qui est un puissant frein à la pénétration des UV mutagènes, hein, notamment les B et les C. Le problème, c'est que l'industrie a libéré à l'époque des produits qui dérivent du chlore et qui peut interagir avec l'ozone et en fait détruire cette molécule et donc favoriser
le passage de ces rayonnements mutagènes. Et comme vous le voyez ici, en fait, il n'en faut pas beaucoup du chlore, hein, parce que le chlore qui est ici peut se détacher et de nouveau être libre pour recommencer à interagir. Donc il ne fallait pas beaucoup de ces produits pour commencer à générer ces problèmes. Donc ce problème a été mis en évidence dans les années 70-80, quand on a commencé à voir que la couche d'ozone, notamment au niveau de l'Antarctique, hein, s'agrandissait de plus en plus. Et donc les conséquences ces agents, du passage de ces agents mutagènes, hein, sont évidemment les cancers de la peau chez l'homme, mais ce qui est plus préoccupant, c'est que ça perturbe l'activité photosynthétique. Et là, pour le coup, c'est tous les producteurs primaires qui sont impactés. Et sans producteurs primaires, vous vous rendez bien compte que la vie n'est pas possible. C'est le maillon de base de la chaîne trophique. Alors la variable de contrôle pour la couche d'ozone qui a été retenue, c'était l'épaisseur, hein, qui était représentée à une unité Dobson, donc de cette couche d'ozone qui se situe dans la stratosphère. Bon, c'est un peu théorique, hein. Et ils ont fixé donc une frontière à 275 unités Dobson, donc qui correspond à 95% de ce qu'on mesurait donc avant l'époque industrielle. Et donc pour le moment, on en est là. Donc c'est à noter que c'est la seule variable pour laquelle on a pu agir. On a constaté que ça commençait à se dégrader et on a réussi, et c'est le seul exemple à ce jour où on a réussi à faire quelque chose. Et ça a notamment conduit donc au fameux protocole de Montréal en 87. Alors ça a permis, on a réussi, il faut quand même tempérer les choses, parce que ça concernait finalement peu de secteurs industriels, ceux qui libéraient des produits fluorocarbonés, chlorés, étaient pas très nombreux, hein, c'était les gaz, les fréons et ce genre de choses. Donc ça concernait finalement peu d'industries et surtout des solutions technologiques ont pu être avancées. Et ils ont notamment greffé une molécule d'hydrogène, hein, sur les fameux CFC, qui ont, eux, un effet beaucoup moins important que les CFC sans l'hydrogène. Bon, à tempérer aussi, parce que du coup, on s'est mis à en produire de plus en plus. Donc effectivement, on risque finalement de perdre le bénéfice de ce qu'on a obtenu il y a une vingtaine d'années, parce que du coup, on s'est dit, c'est moins toxique, du coup, on peut y aller, quoi. Puis on y va et on en produit. Et donc, le problème, c'est ça. Donc, affaire à suivre. Donc, c'est pour la couche d'ozone. Alors, le deuxième grand processus qui est impacté à l'heure actuelle, c'est évidemment celui qui est peut-être le plus médiatisé à l'heure actuelle, hein. L'un des plus médiatisés, c'est le problème du réchauffement climatique. Donc, c'est le climat qui correspond donc à l'ensemble des conditions météorologiques, hein, donc le vent, l'ensoleillement, les précipitations, etc., etc. Eh ce qu'on remarque, il se réchauffe, hein, donc depuis quelques décennies, hein. Je vous rappelle la petite dia qui vous montrait qu'il y avait une augmentation drastique à partir des années 1950. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous montre le bilan global donc, du réchauffement qui est lié au Soleil avec l'émission de la Terre, avec une température moyenne de 15 degrés grâce à la présence de l'atmosphère. Sans atmosphère, on serait à moins 18, donc une planète pas très conviviale. Donc grâce à l'atmosphère, on a donc une température moyenne à la surface de la Terre d'environ 15 degrés. Le problème, c'est pas tant l'atmosphère, c'est l'accumulation de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'ils ont comme principal impact? C'est qu'ils absorbent les rayonnements infrarouges et donc en fait ils contribuent à augmenter graduellement la température. Donc quand on parle d'augmentation moyenne de la température, c'est cette température qui augmente petit à petit. Et donc le bilan à l'heure actuelle, il est à la tendance à la hausse. Et c'est ça qui n'est pas bien. Ce n'est pas le fait qu'elle soit à 15 degrés, hein, la présence de l'atmosphère, ça c'est heureusement qu'elle est là d'ailleurs, hein. Mais c'est cette accumulation donc de gaz à effet de serre qui contribue donc au réchauffement général de la planète. Et les conséquences sont énormes. Et là, vous voyez quelques gaz à effet de serre, hein, qui évoluent au cours du temps, et on voit bien que ça s'infléchit drastiquement à partir des années 50. Donc au moment où l'Europe occidentale, surtout, c'est très industrialisé, hein, et on voit qu'il y a une augmentation massive, ici du CO2 et des dérivés nitrés, hein. Et ici, vous avez la quantité de gigatonnes, hein, de CO2 libérées par année, et on voit que ça augmente aussi drastiquement ici. C'est essentiellement lié donc à l'utilisation des combustibles fossiles, donc pétrole, gaz,
et autre chose. Là, vous avez des projections à partir des années 2000 de l'augmentation de la température selon différents scénarios que je ne vais pas détailler ici. Si on ne fait rien à l'heure actuelle, ça monte comme ça. Selon d'autres scénarios, vous voyez que ça peut carrément s'amplifier le phénomène et donc il va falloir agir assez rapidement. Et du coup, les conséquences, j'en ai représenté quelques-unes ici. Vous avez évidemment ce qu'on peut déjà observer de nos jours. Vous avez une dégradation des conditions de vie, plein d'inégalités sociales qui apparaissent. Et c'est ça qui est à l'origine des migrations, des guerres et tout ça dans plein de régions comme le Moyen-Orient. Vous avez des tas de vagues de chaleur, les épisodes de canicule, on en a tous entendu parler. Vous avez beaucoup plus de pollution liée à des allergènes. Vous avez une dégradation de la qualité de l'eau. Vous avez aussi de plus en plus de maladies qui émergent. Évidemment, on est plus en... on augmente la température, il y a des vecteurs de certaines pathologies qui remontent, puisqu'ils peuvent vivre. Pour vous donner un exemple, il y a le moustique tigre qui est chez nous à l'heure actuelle, alors qu'il n'existait pas avant. Et le moustique tigre, pour rappel, c'est lui qui est le vecteur de chikungunya ou de la dengue. Alors pour le moment, il n'y en a pas encore à Strasbourg, enfin de cas de dengue liés à des piqûres de moustiques, mais ça peut arriver, quoi. Donc ça pourrait arriver en tout cas. Donc vous voyez tout un tas de conséquences liées au réchauffement climatique. Vous avez évidemment ces intempéries qui sont de plus en plus importantes, les méga-feux qu'on a décrits en Californie, en Australie. Donc tout plein de conséquences liées à ce réchauffement climatique. Alors quelle est la variable de contrôle qu'on a retenue? Alors on en a retenu deux en fait. Je vais juste évoquer la concentration en CO2, donc en partie par million, qui est actuellement, celle qu'on retient, c'est celle qui existait bien avant l'ère industrielle. Donc on est actuellement à 450. Et le forçage radiatif, donc c'est le bilan positif de réchauffement lié à l'ensoleillement et au rejet de la Terre. Donc à l'heure actuelle, on a fixé une frontière à 350 pour le CO2 et à 1 watt par mètre carré donc pour le forçage radiatif. Ce qui se représente ici. Donc vous voyez, ça c'est la limite, la frontière, pardon, ça c'est la limite. Le problème c'est qu'on est là. Donc là, on est déjà dans une zone d'incertitude avec un risque accru donc de rentrer, de dépasser ces fameuses limites. Alors le deuxième grand processus qui agit à l'échelle globale, c'est l'acidification des océans, qui est évidemment très lié au précédent. Donc c'est un puits de carbone, comme les forêts. Donc le carbone, le CO2 atmosphérique va réagir dans l'eau pour générer l'acide carbonique qui va se dissoudre, qui va se décomposer en ion H+ et en ion bicarbonate. Il se trouve que dans l'eau, vous avez aussi des ions carbonates qui peuvent vous générer des bicarbonates et en présence d'ions H+. Le problème, c'est que ce carbonate sert en fait à fabriquer, par exemple, les coquilles de très nombreux animaux, que ce soit dans le plancton ou que ce soit des gastéropodes, d'autres animaux. Le truc, c'est qu'il y a une limite, c'est-à-dire qu'en deçà d'un certain degré de saturation de ce carbonate, il va se dissoudre. Et le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de CO2 qui est dissous dans l'eau qu'on a déplacé ce genre de réaction et on en arrive en fait à remonter ce niveau donc de saturation du carbonate et donc à une érosion de la biodiversité. Et qui dit érosion de la biodiversité va dire moins de possibilités de tamponner le CO2. Donc les conséquences, ça va être essentiellement l'érosion de la biodiversité qui va donc affecter la distribution et la reproduction d'un tas d'espèces qui en dépendent. Et c'est ce qui est illustré sur la diapositive suivante. Vous voyez là, c'était le cas avant, donc 1800. Vous aviez ici un pH qui était encore suffisamment alcalin. Le CO2 qui était dissous donnait donc de l'acide carbonique et des ions H+, et la grande majorité des ions carbonates étaient dédiés donc à la construction donc des coraux, des gastéropodes, du plancton, etc., etc. Donc voilà.
Le problème, c'est qu'avec le CO2 qui devient de plus en plus abondant, une grande part de ces ions carbonates vont donc générer des bicarbonates pour tamponner ces ions H+. Et tous ces carbonates qu'on utilise pour tamponner ces ions H+, vont plus être utilisés pour fabriquer donc ce qu'on a vu ici. Et donc, on a une érosion de la biodiversité, donc une remontée du degré de saturation des carbonates. Donc la variable de contrôle retenue, c'est évidemment le degré de saturation de l'eau de mer en aragonite, qui est la forme, enfin c'est comme la calcite, c'est la forme cristallisée donc, du carbonate de calcium. Et quand il est inférieur à 1, ça veut dire que ça se dissout, et donc que l'eau de mer est sous-saturée. Et donc on a fixé une limite qui est à 80% de sa valeur normale. À l'heure actuelle, on est encore au-dessus. Donc pour le moment, on en est encore au-dessus pour cette variable. On n'a pas encore dépassé la frontière. Alors il y a un certain nombre de scénarios pour essayer de limiter le réchauffement climatique qui a été établi par le GIEC. Donc ici, je vous en ai représenté 4. Le premier, lui, vise à réduire de manière extrêmement importante l'utilisation des énergies fossiles. Les autres, ils réduisent moins les énergies fossiles, mais ils essayent de combiner des usages des sols et puis la production de bioénergie avec différents types de captage et de stockage de CO2. Alors ces scénarios ont des avantages et des intérêts. Les scénarios 2 et 3 font beaucoup appel au progrès technologique, donc à la production d'énergie renouvelable, à la bioénergie, au captage, etc. etc. Les soucis, c'est que ça risque d'être limité. On se rend bien compte que fabriquer des énergies en changeant la nature des sols, en faisant de la déforestation, en produisant ce qu'on appelle des carburants à base d'éthanol ou d'huile de palme, en fait, ça a un coût. Ça a aussi un coût, et donc ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et puis, le point commun à tout ça, c'est que dans tous les cas, ils misent sur une transition qui se fera graduellement, et donc ils vont tous faire appel encore à l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, même s'il ne faut pas en avoir particulièrement peur, enfin je parle du civil, ça a aussi ses limites. Je veux dire, l'uranium fait partie de ces produits qui ne sont pas présents de manière infinie non plus. Donc, quoi qu'il en soit, tous ces scénarios sont forcément que transitoires. Alors, les cycles biogéochimiques. Alors, je vais juste présenter l'azote, je ne vais pas vous présenter le phosphore. Donc, l'azote existe surtout sous forme gazeuse dans l'atmosphère. 79% de la composition de l'atmosphère, c'est de l'azote. Cet azote peut être fixé via des symbioses dans les plantes ou fixé par des bactéries dans le sol pour générer donc des ions ammonium qui vont pouvoir être nitrifiés et être réassimilés par les plantes qui elles-mêmes vont être consommées par les végétaux, les deux pouvant donc générer suite à leur mort par les décomposeurs, donc des bactéries et des champignons, pour reformer donc ces ammoniums qui vont être... Donc tout le cycle se fera là. Le problème, c'est qu'on a voulu optimiser, augmenter les rendements des sols en utilisant ce qu'on a appelé des engrais. Donc des engrais à base d'azote, évidemment, mais aussi à base de phosphore. Donc en fait, l'azote et le phosphore sont utilisés comme engrais pour augmenter donc, la croissance et le rendement donc des céréales et autres produits alimentaires, et cela dans le cadre d'une agriculture évidemment intensive. Alors l'autre problème qui peut perturber les deux cycles que je viens d'évoquer, c'est aussi le rejet des eaux usées. Mais le plus important des problèmes, ça va être celui-là. Bon, après, il y a encore les activités industrielles et la combustion des ressources fossiles qui peuvent aussi perturber un petit peu les cycles de l'azote, avec notamment la libération donc, de produits gazeux qui vont donc générer ce qu'on appelle des pluies acides. Donc là, vous avez
une dia qui vous montre les impacts donc, des pratiques agricoles avec libération justement de ces dérivés nitrés dans l'atmosphère qui va participer, vous voyez que c'est interconnecté, hein, à la perturbation de la couche d'ozone. C'est des gaz à effet de serre, ça génère des pollutions atmosphériques, notamment les pluies acides. Mais il y a une grande partie de ces engrais azotés qui vont donc s'infiltrer dans les couches aquifères et donc, in fine, vous voyez, gagner les zones marines côtières. C'est vrai pour l'azote, mais c'est vrai aussi pour les phosphores. Et en fait, le gros problème, ça va être ce qu'on appelle les phénomènes d'eutrophisation, qui peuvent même aboutir à des zones anoxiques. Et le gros problème, c'est la grande crainte, c'est qu'on arrive à ce qu'ils appellent un épisode anoxique globalisé. Ça veut dire que tous les océans et les mers du monde entier deviennent anoxiques, et donc plus de vie dans la mer. Donc là, c'est un gros problème. Donc les principales conséquences de la perturbation de ces cycles biogéochimiques sont évidemment la pollution de toutes les nappes d'eau douce, hein, donc les nappes phréatiques, les phénomènes d'eutrophisation, donc il y a le cas récent des algues vertes bretonnes, hein, donc avec la libération du sulfure d'hydrogène, qui a tué pas mal d'animaux, mais aussi des personnes. Hein, donc, mais c'est là qu'on voit qu'il y a plein de problèmes, parce qu'il y a plein de lobbies liés aux syndicats et à l'industrie agroalimentaire, puisque c'était notamment les engrais qui étaient utilisés pour leur culture, pour l'élevage de cochons et pour les autres types d'agriculture. Donc ils ont encore à l'heure actuelle, c'est très débattu, alors qu'il y a un tas de faisceaux de présomption qui montrent clairement que c'est lié donc à un problème d'eutrophisation, lié à une utilisation massive d'engrais, notamment azotés. Il y a les pluies acides, hein, donc, qui sont un énorme problème aussi, hein, donc, qui détruisent des forêts entières, hein, en acidifiant les sols, en détruisant les feuilles, en perturbant la photosynthèse. Et puis vous avez donc des tas de gaz à effet de serre qui sont aussi libérés, hein, donc par l'activité industrielle, mais aussi par l'activité agricole. Et c'est beaucoup plus important que le CO2. Donc c'est vraiment un autre gaz à effet de serre, en plus du méthane, qui risque de poser des problèmes donc, dans un futur plutôt proche. Pour le phosphore, c'est pareil. Hein. Le gros problème, c'est l'impact qui va entraîner donc, sur la quantité d'oxygène dissous, qui peut conduire à ce qu'on appelle des événements anoxiques et océaniques, qui pourraient se globaliser, qui pourraient se généraliser. Il existe déjà. Vous voyez, vous avez déjà des zones côtières donc dans le nord de l'Europe et sur la côte est des États-Unis et du Canada, où ces épisodes anoxiques, où on a des zones aquatiques mortes, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc pour le moment, ça reste localisé. La grande crainte, c'est que ça touche tout le monde. Donc ça, c'est la grande crainte du phosphore. Les variables de contrôle qui sont retenues, c'est la quantité d'azote qu'on a rejetée de manière anthropique, donc exprimée en millions de tonnes libérées par an. Pareil pour le phosphore. Alors pour l'azote, on en est là. On s'est fixé une limite à 62, on a allègrement dépassé la limite, la frontière. On a même dépassé la limite. Donc on est dans la zone où le risque est extrêmement élevé. Pour le phosphore, c'est la même chose, sauf que le phosphore, lui, il est prélevé, c'est une ressource minière. Donc il y a un deuxième problème. Donc il y a une limite aussi dans l'approvisionnement en phosphore. Autant l'azote est fabriqué chimiquement, le phosphore, lui, il est prélevé donc, dans des roches phosphatées, hein, donc c'est comme ça qu'on le prélève. Et donc la deuxième problématique du phosphore, c'est que c'est aussi une ressource limitée. Mais en plus, on en libère beaucoup trop dans l'environnement et on a aussi largement dépassé la limite. La frontière étant fixée à 11 téragrammes, ou 11 millions de tonnes libérées par an, on en est à plus de 22. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est réduire les pertes liées aux exploitations minières, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui est limité dans le temps. C'est surtout changer nos pratiques agricoles. Hein. Donc l'agriculture intensive est clairement grande consommatrice des engrais, qu'ils soient phosphatés ou azotés, et donc revenir à des agricultures où le biologique remplace le mécanique, où
la rotation des cultures et des tas de systèmes plus écologiques comme la polyculture, l'agroécologie serait remis au goût du jour. Il y a aussi, comme on l'avait vu pour l'empreinte écologique, modifier les comportements alimentaires. Donc c'est plutôt manger local, hein, accepter de manger des pommes et des poires en hiver dans nos régions et non pas acheter des oranges et des bananes qui sont très consommatrices en plus d'engrais. Hein. Et puis évidemment réduire la part des protéines, j'ai pas dit ne plus en manger, hein, mais réduire la part des protéines d'origine animale, puisque les élevages aussi d'animaux sont aussi à l'origine d'énormément de pollution liées à ces produits. Le cas des zones bretonnes, c'est l'exemple typique. Alors l'eau douce, c'est un autre gros problème majeur, hein, déjà qu'elle est très peu abondante. Là, il y a 2 à 3% de l'eau totale sur Terre qui est de l'eau douce, et encore une grande partie est peu accessible puisqu'elle est prisonnière des glaces, donc Antarctique et les grands glaciers. En plus, elle est très mal répartie, évidemment. Il y a des régions, vous voyez ici, désertiques où il y a peu d'eau accessible. Donc c'est notamment le problème du Soudan et les guerres qu'il y a eu il y a quelques années. Hein, c'était en partie lié à ça. Il y a des pays qui dépendent beaucoup de phénomènes météorologiques comme la mousson. Donc imaginez l'Inde quand le régime des moussons disparaît. Là, ce n'est pas 10 000 migrants qu'on aura, hein. C'est plus d'1 milliard, quoi. Vous vous rendez compte? Allez les arrêter, ceux-là. Ce n'est pas les murs d'Orban qui va les arrêter, hein, je vous le dis. Alors ici, vous avez un petit cycle de l'eau rapide. Donc vous avez l'eau des océans qui s'évapore. Une partie va retomber sur les terres qui vont donc soit être piégées dans les glaciers, mais une partie va donc ruisseler ou s'infiltrer pour in fine donc gagner les océans. Donc on va avoir accessible pour l'homme l'eau douce donc des eaux de surface, donc à travers les eaux stagnantes et les eaux qui circulent comme les fleuves et les rivières, mais aussi celle qui est donc comprise dans les nappes souterraines. Et en Alsace, on a de la chance, on a une nappe phréatique qui est encore relativement abondante. Donc ce sont ces eaux de surface qui vont constituer des écosystèmes extrêmement importants donc pour la biosphère. Donc il y a plein d'organismes vivants, donc plantes, animaux, donc qui dépendent de ces eaux de surface. C'est un enjeu majeur en géopolitique. Je vous ai mis une petite référence si vous voulez approfondir le sujet. Il y a évidemment, c'est un besoin vital, l'eau. Donc si vous commencez à poser des barrages dans des endroits où l'eau est vitale, comme ça se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient, ça risque de poser et créer des tensions. Et donc c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Les écosystèmes d'eau douce ont aussi un rôle extrêmement important dans la régulation de tous les cycles biogéochimiques, puisqu'ils servent de véhicule, on vient de le voir, aux nitrates, aux dérivés phosphorés, qui vont donc in fine gagner le milieu marin. Donc ça va contribuer à faciliter donc la circulation de tous ces produits, le carbone aussi. Alors, à l'heure actuelle, il est surtout impacté de manière quantitative et qualitative. Alors d'un point de vue quantitatif, l'impact majeur, c'est lié au changement d'affectation des sols. Quand vous éliminez des forêts au profit de champs qui servent à fabriquer de l'huile de palme, c'est sûr que vous allez perturber le cycle de l'eau. Il y aura beaucoup plus de problèmes. Il y a aussi la construction des ouvrages de stockage, donc c'est ce que je viens d'évoquer. Donc c'est les barrages. Un autre exemple classique du changement d'affectation des sols et des pratiques agricoles comme le drainage, c'est ce qu'on observe par exemple pour la mer d'Aral. Donc on a essayé de faire pousser des champs de coton dans une région qui n'est pas propice à la culture du coton, comme ça peut être le cas dans les régions subtropicales. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dérivé de l'eau qui alimentait la mer d'Aral. Conséquence, la mer d'Aral, peau de chagrin, et il n'y en a quasiment plus. Vous imaginez les conséquences d'un point de vue écologique que ça a pu avoir. L'autre problème d'un point de vue quantitatif, évidemment, c'est tout ce qui est captage d'eau, pour notamment arroser vos champs qui ont besoin d'eau. Pour prendre un exemple. Et donc, on va prélever tout ça dans les nappes phréatiques.
Et donc c'est tout ça en moins pour les autres, donc c'est un problème. Là vous avez juste une image qui vous montre l'évolution voilà, hein, en Iran. Donc vous pouvez passer d'un endroit où il y avait encore plein d'eau et c'était très fertile à un endroit où il n'y a presque plus rien. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, 25% des bassins versants sont asséchés. C'est juste énorme. C'est un quart de la totalité des bassins versants n'arrive pas à arriver à la mer. Et on en est à des situations comme ça. Donc c'est quand même gigantesque. D'un point de vue qualitatif aussi, il y a des grands impacts liés donc à l'utilisation de notre eau. Hein. C'est toutes les pratiques agricoles, l'urbanisation, hein, les activités minières qui vont donc générer des tas de produits qui vont donc polluer et contaminer notre eau et la rendre impropre à sa consommation. Et ça va avoir évidemment plein d'impacts sur la santé humaine, et puis, mais aussi de manière plus générale sur la biodiversité. Alors les principales conséquences, c'est les modifications des écoulements. Hein. Donc je vous ai dit, 25% des bassins versants s'assèchent. Donc avant de rejoindre les océans, donc c'est juste énorme. Et donc ça a évidemment des tas d'impacts hein, sur tout ce qui est biodiversité. Ça va aussi avoir un gros impact lié à la déforestation sur les cycles de l'eau. Donc ça peut induire donc, des espaces très secs qui se réchauffent, dont la température augmente, et on va donc modifier donc, ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Hein. Si vous enlevez des forêts et que vous mettez à la place des champs de coton ou des champs de maïs, l'évapotranspiration sera impactée et du coup le cycle de l'eau va être impacté, et donc ça va générer donc, des sols qui vont s'assécher et qui vont donc voir leur température augmenter. Alors la variable de contrôle qui a été retenue, c'est le volume total d'eau douce qu'on estime entre 12 000 et 15 000 km3 par an, hein, donc au niveau mondial. Ça, c'est ce qui est accessible à peu près par an. On s'est fixé comme limite 4 000, sachant que c'est inégalement réparti à la surface du globe. Donc pour le moment, on en est à 2600, la limite fixe, la frontière est à 4000, la limite à ne pas dépasser c'est 6000, sachant qu'il y a des répartitions inégales. Hein, vous voyez ici, il y a des tas d'endroits où localement les dépassements sont dépassés, où on a dépassé les frontières et les limites. Donc alors, du coup, certains proposent une autre variable de contrôle qui serait le flux mensuel moyen d'eau pendant les périodes d'étiage, donc les basses eaux, donc 25%. Donc vous voyez que c'est très inégalement réparti. Évidemment, en Europe du Nord, enfin chez nous et dans ces régions, les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'usage de l'eau ? Donc c'est favoriser des usages plus économes, donc c'est modifier évidemment encore une fois les pratiques agricoles, hein, éviter des champs de coton dans des régions où le drainage et l'irrigation est beaucoup trop importante, par exemple. Éviter de déforester dans des forêts gigantesques comme en Amazonie pour fabriquer du carburant, hein, donc des plantes qui vont fournir de l'éthanol ou autre carburant. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait éviter. Il faut aussi modifier nos façons d'irriguer, donc en favorisant donc des systèmes de micro-irrigation, la rotation des cultures, introduire de nouveau le vivant et le biologique, donc avec notamment les concepts d'agroécologie, hein, donc ça se développe de plus en plus, en tout cas d'un point de vue théorique. Favoriser donc les cycles de l'eau, et donc dans l'aménagement du territoire, c'est par exemple freiner la déforestation, hein, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est aussi éviter de poser du goudron partout, hein, parce que ça imperméabilise les sols dans les régions urbaines, et donc ça freine et ça limite l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc c'est donc permettre donc une meilleure infiltration de l'eau dans les différents sols par différentes activités, hein, dont celle-là. Alors, un autre problème majeur, c'est la charge atmosphérique des aérosols. Donc, en gros, c'est tout ce qui est en suspension dans l'air. Hein. Donc, c'est toutes les petites particules, hein, donc, comme les activités naturelles, c'est le grain de pollen, hein, ça c'est naturel. Par contre, il y en a beaucoup qui sont liés aux activités humaines, et donc c'est notamment lié au processus de combustion.
Alors les conséquences majeures de cette pollution aérienne, c'est évidemment l'accélération du réchauffement climatique. Donc c'est toujours pareil, hein. Il y a des gaz à effet de serre qui sont libérés. Ça a un impact majeur sur la santé humaine, hein. En France, là je parle de la France, on impute 48 000 décès par an, donc liés à des cancers et autres pathologies, surtout respiratoires, hein. Je ne sais pas s'il y a eu un moment aux États-Unis, dans l'entre-deux-guerres, une déforestation et la mise en place d'une agriculture intensive dans le Middle West, qui a conduit à des catastrophes, puisqu'il y a eu en fait des tempêtes de sable qui étaient quasi journalières et qui induisaient donc en fait des problèmes de santé, surtout chez les plus faibles et donc les enfants, et avec une augmentation exponentielle des cas de cancer chez les enfants qui mouraient, ce qui a conduit donc aux grandes migrations en Californie. Je vous renvoie à Steinbeck, hein, les raisins de la colère, c'est ça. C'est les grandes migrations qui sont liées à ces problèmes. Sinon, il y a une BD qui a eu le Grand Prix d'Angoulême, là, dans le Grand Prix du Canal BD, pardon, Jour de sable, qui évoque exactement le même problème. Ça s'appelle Jour de sable d'ailleurs. Et vous avez des photos d'époque avec des tempêtes de sable, mais c'est apocalyptique, quoi. Et c'était il y a 60 ans, quoi, dans l'entre-deux-guerres. Alors là, vous avez quelques exemples de pathologies, hein, qui sont liées donc, à des produits polluants. Donc l'ammoniac, c'est un irritant, hein, ça provoque des irritations oculaires, respiratoires, etc. etc. Je vais pas les détailler, hein, mais vous voyez qu'il y en a tout un paquet, hein, et dont les plus graves sont évidemment le développement de cancer. Alors, la variable de contrôle qui a été retenue par le groupement, les scientifiques du Stockholm Resilience Center, c'est la profondeur, enfin l'aérosol optical depth, donc la profondeur ou l'épaisseur optique d'aérosol, qui est difficile à déterminer, mais qui a été testé en Asie et qui a été défini à environ 0,25. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a une répartition inégale au niveau du monde. Vous voyez que tous les pays occidentalisés ont pris des mesures, enfin un certain nombre de mesures, en vue de réduire justement l'émission de ces particules. Bon, l'exemple classique, c'est les pots catalytiques, hein, dans les voitures, ou ce genre de choses. Et puis surtout, on a délocalisé beaucoup de nos sites de production polluantes, je vous laisse deviner où, hein, dans ces régions qui sont donc en voie de développement, hein, pour parler d'un doux euphémisme, et donc ils sont extrêmement pollués. Donc c'est surtout dans ces régions, hein, que ces problèmes d'aérosol sont très patents, hein. Donc l'OMS, un autre problème, c'est que l'OMS préconise une concentration par mètre cube de 10 microgrammes de particules inférieures à... Enfin, c'est des particules de 2,5 micromètres, parce que ça pénètre de loin le plus profondément dans les tissus, alors que la réglementation européenne, elle est plus laxiste et elle le fixe à 25. Bon, on se demande pourquoi. Évidemment, dans les grandes villes, hein, comme Strasbourg ou d'autres, ces seuils sont très souvent dépassés, hein. C'est les fameux pics de pollution, hein, quand on en parle. C'est ça, quoi, hein. Donc c'est souvent, très souvent dépassé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut essayer d'importer nos réglementations dans les pays du Sud, hein, donc pour contrôler les sources d'émissions. Bon, ça c'est une possibilité. Dans les pays du Nord, on peut jouer sur les transports, donc favoriser le transport en commun, inciter les gens à venir plus souvent en vélo, travailler à petite distance de son lieu de travail. C'est aussi favoriser tout ce qui est soutien aux rénovations thermiques, donc l'isolation, donc pour éviter de moins chauffer, et donc de moins émettre de particules fines, en gros c'est ça. Et sur le plan économique, c'est tout ce qui est incitation, hein, donc réalisation d'audits énergétiques dans les entreprises, c'est le soutien aux énergies renouvelables, etc., etc. Donc il existe des choses qu'on peut encore améliorer, hein, donc même dans les pays du Nord, hein, donc il y a des solutions. Alors l'érosion de la biodiversité. La biosphère, donc, c'est l'ensemble des animaux, hein, et des végétaux et des micro-organismes, des champignons, enfin bref. C'est un élément évidemment fondamental pour la résilience du système Terre, donc de sa capacité à répondre à des crises, hein, en d'autres termes. C'est compliqué à estimer, mais c'est extrêmement important, hein.
On estime qu'il y a 3 niveaux qui s'interpénètrent, voilà, c'est les gènes, les espèces et les écosystèmes. Ça a été notamment défini par Roger Barbeau, hein, donc, qui avait fait la métaphore avec les tissus. Compliqué à chiffrer, donc un consensus de nos jours a été fixé, même si on est loin d'être sûr que toutes les espèces ont pu être recensées. On fixe à environ 9 millions, hein, 8,7 millions d'espèces. Alors évidemment, ça n'inclut pas les prokaryotes, hein, c'est trop difficile à compter et on les sous-évalue très probablement. Mais pour tout ce qui est eucaryotes, hein, donc le consensus retenu est de 8,7 millions d'années. La durée de vie moyenne d'une espèce, c'est à peu près 1 à 10 millions d'années. Donc grosso modo, on a un taux d'extinction de 0,1 à 1 extinction par an et par million d'espèces. Ça, c'est à peu près le taux moyen d'extinction des espèces. On a retenu 10 extinctions par an et par million d'espèces. Les estimations sont a priori au moins 100 fois plus grandes. Donc on assiste réellement et véritablement à ce jour à une catastrophe d'un point de vue écologique. Hein. D'après M. David, donc le actuel président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, on entre réellement dans ce qu'on appelle l'ère anthropocène. On en est à peu près à 3% d'extinction d'espèces depuis 200 ans. Dans les grands épisodes d'extinction massive, dans le passé, c'était à peu près 80%, mais pas en 200 ans, en quelques millions d'années. Vous voyez la différence de vitesse. Hein. Et donc, les principales causes de cette érosion de la biodiversité, évidemment, sont très multiples. Hein. C'est l'urbanisation, c'est le changement d'affectation des sols, c'est la surcharge, les pêches, la chasse, toutes ces choses-là. C'est la perturbation des cycles biogéochimiques, c'est les espèces invasives qui prolifèrent partout, hein, qui sont liées à nos modes de vie. C'est évidemment tous les épisodes de pollution qui vont impacter tous les milieux abiotiques et donc qui vont impacter évidemment le système biotique. Hein, donc tout est impacté. Alors les conséquences, c'est les 5 S. Donc c'est la diminution des services écosystémiques. Donc c'est d'une diminution des sources ou des ressources. C'est une diminution des puits comme les forêts. Donc le puits au carbone. Donc ça va évidemment avoir comme impact perturbation des cycles biogéochimiques, du cycle de l'eau, le CO2 qui n'est plus absorbé. C'est aussi les sites, donc la faune, c'est des espaces pour les activités humaines. C'est aussi le support de vie. Donc c'est contre les risques de dégradation, il faut à tout prix préserver ces life support, comme ils disent, hein, pour justement favoriser tous ces cycles qui permettent notamment au sol d'être protégé de l'érosion. Hein. Donc vous savez très bien que quand on commence à enlever les forêts, vous générez ou facilitez les érosions. C'est ce qui s'est passé en Grèce, hein, historiquement. La Grèce était à l'époque très remplie de forêts. Le problème, c'est qu'on les a complètement décimés pour fabriquer des bateaux et maintenant, ils se retrouvent avec des écoulements et des gros problèmes de glissement de terrain. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a partout dans le monde. Hein. Et puis évidemment, ce qui est peut-être plus négligé, c'est le côté esthétique, hein, donc le dernier S. Qui est quand même important puisqu'on connaît la dimension psychologique, hein, donc de ces dimensions culturelles et psychologiques et l'impact psychologique que ça peut avoir. Une ville sans parc, c'est quand même moins drôle qu'une ville avec des parcs, hein, donc ça a quand même un impact majeur. Ça a dû en avoir encore un plus grand à l'époque du Covid, des confinements. Alors les variables de contrôle retenues, évidemment, c'est le taux d'extinction, donc on se base là-dessus. Alors c'est critiqué, hein, je suis d'accord. Quelles sont les espèces? Les critiques majeures, c'est il y a des espèces qui sont moins importantes que d'autres, donc mesurer juste un taux d'impact, oui, ils n'ont pas tort, mais à un moment, il faut quand même faire face aux chiffres, quoi, hein. La frontière prudente est de 10 extinctions, alors que le taux moyen, c'est entre 0,1 et 1. Et on a fixé comme frontière 10. Le problème, c'est qu'on en est déjà à entre 100 et 1000, quoi.
Donc on a largement dépassé la frontière fixée à 10, quoi. Donc on est vraiment rentré dans le domaine de l'Anthropocène et on a une érosion massive donc, de la biodiversité avec tous les problèmes de résilience donc, du système Terre qui accompagnent la disparition de l'ensemble de ces animaux végétaux et autres micro-organismes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, c'est éviter donc de fragmenter les habitats ou de les détruire et donc de prévenir donc ces causes majeures d'érosion de la biodiversité. Vous fragmentez des forêts en Amazonie, ben, c'est des lieux de passage. Il y a un moment, il y a un espace vital. Hein. Si vous le réduisez, ben, les espèces se reproduisent plus, se promènent plus, et donc vous avez une perte massive des espèces. C'est exactement ce qu'on observe de nos jours. Hein. Une autre cause majeure, c'est les pollutions, hein, donc toutes les pollutions et autres pressions anthropiques qu'il faudrait réduire ou en tout cas voire empêcher. Et donc c'est aussi justement dans le cadre du développement durable introduire des solutions qui consistent à mieux gérer et à mieux prélever donc nos ressources biologiques pour qu'il y ait un équilibre qui se fait entre ce qu'on préserve et la capacité de génération donc, de votre écosystème, quoi. Donc à un moment, il faut trouver le bon équilibre et vous avez bien vu qu'on vit à crédit depuis un certain moment et donc pour le moment, on n'en est pas là, quoi. Donc pour le moment, on prélève bien plus que le système Terre n'est capable de régénérer. Alors l'autre problème majeur, c'est le changement d'utilisation des sols. Donc c'est la partie superficielle qui résulte de l'interaction entre la roche, la lithosphère, hein, et les organismes vivants, et le climat évidemment, hein, puisque les sols vont dépendre de la nature du climat. Alors actuellement, les grands sols, c'est les forêts, les zones humides, les espaces agricoles et les zones urbanisées. Le problème, c'est qu'on est en train d'augmenter massivement les espaces agricoles au détriment donc, des forêts. Et on a vu l'importance des forêts hein, dans tous les phénomènes d'évapotranspiration, de captage du CO2, etc., etc. Ça a évidemment, ces sols, l'utilisation de leurs sols, un rôle majeur pour l'alimentation. Donc c'est, oui, sans sol, on ne nourrira pas les hommes, hein, donc il faut à tout prix les préserver. Ils ont un rôle majeur dans la régulation des cycles biogéochimiques, dont celui de l'eau. Hein. Et évidemment, ça va aussi avoir un rôle important sur la biodiversité. Hein. Et c'est surtout les forêts hein, qui sont donc extrêmement importants, hein, puits de carbone en l'occurrence. Alors là, vous avez une diapositive qui vous montre que le couvert forestier décroît considérablement au détriment donc, des surfaces cultivées surtout et un peu urbanisées. Donc vous voyez que dans certaines régions, vous voyez comme l'Amazonie, on est passé à moins 20% en quelques années. Hein. Donc voilà la situation en 2014. Hein. Donc des régions immenses, hein, des forêts immenses, a vu sa surface totale réduite de 20%. C'est juste gigantesque. Ça peut aller même au-delà, hein, dans certaines régions d'Afrique hein, ou en Asie. Donc on a et comme c'est des forêts en plus tropicales, donc à très fort rendement, le problème est encore plus accentué. Alors, ça va avoir comme principale conséquence hein, donc l'augmentation des températures de surface. Ça va évidemment réduire l'évapotranspiration et donc impacter tous les cycles, notamment le cycle de l'eau et donc la pluviométrie. Ça va aussi c'est aussi un abri extrêmement important hein, pour la biodiversité. Donc on sait que les forêts amazoniennes, à 1 hectare de terrain en Guyane, il y a plus d'espèces de plantes à fleurs que dans toute l'Europe. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Une idée de la grandeur, de l'importance de la biodiversité dans ces régions. Alors les principales causes, c'est l'agriculture et l'urbanisation, mais surtout l'agriculture. Hein. Donc c'est de loin le problème le plus important à l'origine de la déforestation. L'urbanisation rend compte de ces problèmes pour à peu près 10%, alors que les activités d'extractifs, donc les gisements et autres choses, c'est à peu près 5%. Donc le truc le plus important, c'est vraiment l'agriculture, hein, et de loin. Alors la variable retenue, c'est le pourcentage de surface par rapport à une date qu'on a fixée arbitrairement à 1700, donc bien avant l'ère industrielle. Donc on estime à l'échelle globale 75% de la surface
de la surface forestière originelle, avec un bémol, c'est que les impacts sont différents selon qu'on s'adresse à une forêt tempérée ou à une forêt tropicale. On pourrait se permettre de descendre jusqu'à 50% dans une forêt tempérée. Par contre, dans une forêt tropicale, il ne faudrait pas qu'on dépasse les 85%. Donc, il y a ces petites choses qui sont à moduler. En tout état de cause, on a bien dépassé notre frontière de 75% de la surface avant 1700. Donc, encore une fois, un processus où on a bien dépassé la frontière et donc on est rentré dans une zone d'incertitude majeure, donc, qui risque de nous conduire à dépasser cette limite qu'il ne faut surtout pas dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a pareil, il y a des lois, de la législation qui permettent de mieux gérer, de protéger juridiquement les écosystèmes forestiers. Il y a eu des tentatives par certains présidents qui ont poussé un holà, mais pour essayer de protéger les forêts amazoniennes, qui ont répondu que c'était des problèmes d'ingérence. C'est juste pour vous dire que c'est compliqué, de toute façon. Donc quand vous commencez à dire « touchez pas à la forêt amazonienne », quand tu es français, ça va, pour le président brésilien, il va te répondre je vous passe les petits mots qu'il peut utiliser. Donc c'est juste pour vous montrer la complexité des choses. Mais oui, il faudrait créer des réserves, des parcs beaucoup plus. Ça s'est fait en France, mais c'est plus compliqué à faire dans d'autres pays. On peut aussi essayer de mieux valoriser les produits de la forêt et donc juste inciter à en pousser. Donc c'est vrai qu'en Chine, ils le font pas mal, il faut reconnaître. Ils ont plein de points noirs ailleurs, mais au moins, ils plantent des arbres, beaucoup de forêts. Alors une autre manière de concilier ces problèmes, c'est justement de changer nos pratiques agricoles, donc de réintroduire des techniques plus proches de la biologie, donc les rotations de cultures, plusieurs cultures, tout ce qui est agroforesterie, agrobiologie, agroécologie, donc tous ces trucs-là, notamment dans les régions où l'impact de la déforestation est beaucoup plus important et majeur, donc dans les régions tropicales et subtropicales, et surtout éviter, il faudrait éviter d'enlever les forêts pour y planter des choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont intéressantes mais pas nécessaires, comme le cacao, le thé, l'huile de palme et autre chose. Donc déforester pour faire tout ça, ça peut se discuter de nos jours. Même si on peut aimer le thé ou le café, oui, mais ça se fait aux dépens des forêts. Donc voilà. Ça a des conséquences pour les jeunes plus tard. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y aura sûrement ça sera plus les mêmes conforts que de nos jours. Il y a peu de chance. Alors pour finir, les pollutions chimiques, c'est toutes les substances, les entités nouvelles introduites par l'homme, donc c'est les pollutions chimiques, voilà. Donc ça provient principalement des combustibles fossiles, c'est les industries chimiques et puis les activités agricoles, encore une fois. Donc là, vous avez quelques exemples de ces produits. Ils sont très divers. Il y a des métaux, il y a des plastiques, il y a d'autres produits chimiques. Alors ils ont des impacts environnementaux qui sont extrêmement importants, du fait qu'ils sont persistants pour la plupart, c'est-à-dire très peu biodégradables. Certains le sont, mais pas tous. Et donc, ils vont rester très longtemps dans le milieu naturel, ils vont pouvoir s'y accumuler et infiltrer tous les milieux. Ils sont évidemment bioaccumulables, c'est-à-dire qu'ils peuvent persister toute la vie chez des organismes vivants. Évidemment, le long d'une chaîne trophique, on peut voir des phénomènes de bioamplification. Vous avez tous entendu parler de l'accumulation des métaux lourds dans les poissons, le saumon, les grands prédateurs, qui pourraient avoir à terme des problèmes à un point tel qu'on recommande de ne pas en manger plus d'une fois par semaine. On en est quand même là, les recommandations de l'OMS. En plus, ils sont pour certains très mobiles, c'est-à-dire qu'ils sont produits localement, mais ils peuvent être transportés bien loin. Et donc ça peut impacter des environnements a priori où on ne s'y attendait pas. Donc les Inuits, les Esquimaux, ils peuvent subir ce genre de problème, alors que jamais de la vie ils ont produit ce genre de produit. On peut avoir ce genre de problème. Et évidemment, ils peuvent être très toxiques. Ils peuvent avoir alors, il y a un des trucs le plus en vue à l'heure actuelle, qui est beaucoup débattu, c'est les perturbateurs endocriniens.
il y a une corrélation très forte entre une baisse moyenne du QI de 4 points en 10 ans et les perturbateurs endocriniens. Mais aller convaincre à Bruxelles, c'est ce que fait Barbara Demenex, donc une prof d'endocrinologie, grande spécialiste de ce domaine. Mais son argument massif, c'est apporter des présomptions de preuve et surtout les chiffres. Il faut quand même savoir que ça a un coût sociétal, un déplacement d'une courbe de QI de 4 points, ça a un coût sociétal de 150 milliards d'euros par an en Europe. Et c'est le même chiffre qui a été estimé aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord. Donc ça, c'est le genre de truc qui pourrait peut-être déverrouiller les lobbies des industries chimiques. Pour le moment, on n'en est pas là. Évidemment, c'est des études qui sont très longues, puis ils vous disent apporter des preuves, apporter des preuves. Pour le moment, ça met du temps, quoi. Donc elle a notamment fondé une start-up qui permet de détecter la présence de perturbateurs endocriniens, notamment la glande thyroïde, au nanogramme par litre. Donc on peut détecter, vous voyez, les concentrations, c'est extrêmement faible et ça peut générer des problèmes majeurs. Donc voilà un exemple de bioaccumulation. Vous voyez, dans un litre d'eau de mer, vous pouvez avoir de l'ordre du nanogramme, quoi. Mais au final, vous voyez, vous pouvez avoir 10 millions de nanogrammes, quoi, par kilo chez l'ours en bout de course. Donc ça, c'est l'exemple qui a été retenu pour le PCB. Donc évidemment, ils ne vont pas nous remercier, donc voilà, bravo. Donc on en arrive à ça, quoi. Donc ils ne sont pas très contents, les ours. Évidemment, ils sont en train de disparaître. Alors ça a des effets sanitaires très préoccupants, mais c'est souvent effectivement difficile à établir, ça prend du temps. Il faut faire des études en laboratoire, il faut trouver des bons modèles, il faut les exposer. Souvent, on utilise une drogue, mais un des autres problèmes de ces pollutions chimiques, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Il y a souvent des synergies. Donc on a souvent des produits qui, pris individuellement, ont peu d'effets. Et donc, du coup, les industries chimiques disent « non, ça n'a pas beaucoup… » Oui, mais non, mais quand on les mélange, du coup, il y a un effet cocktail qui apparaît. Et ça peut générer donc des parfois, voilà, c'est ce que je définis ici, ça peut générer des problèmes qu'on n'attendait pas, quoi. Il y a des effets de synergie qui peuvent apparaître entre ces substances. Et il y en a des milliers et des milliers de ces substances. Je crois qu'il y en a plus de 150 000 qui sont actuellement produites par l'homme, quoi, dans le monde. Donc on en est loin. Alors le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de mal, on a toujours du mal à définir des frontières planétaires. Et évidemment, sa valeur actuelle. Cela dit, le 15 janvier de cette année, il y a un article majeur qui est sorti et qui dit qu'on a dépassé notre 5e limite planétaire. Et c'est justement les produits et les pollutions chimiques, et notamment les plastiques et les microplastiques. Il y a à peu près… ça a augmenté de 80% à peu près depuis les années 2000 en termes de quantité. Les matériaux plastiques. À l'heure actuelle, si vous prenez la totalité de la biomasse des mammifères, donc les éléphants, les souris, les musaraignes, les mulots, tout ce que vous voulez, quoi, et il y a 2 fois plus de plastique en biomasse. Et il y a ce qu'on appelle un nouveau continent au niveau des océans. Il y a des surfaces gigantesques donc de plastique qui flottent à la surface de l'océan, notamment au niveau du Pacifique Nord-Sud, Atlantique Nord-Sud. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des bactéries qui peuvent le biodégrader. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est beaucoup trop lent. Ça ne suffira pas. Donc la solution, c'est d'en produire beaucoup moins, c'est agir en amont, quoi. J'ai un ami qui travaille dessus à Bagnoul-sur-Mer, mais il dit c'est trop lent, quoi. Ça existe, mais ça ne va pas assez vite, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est de nouveau donc, des principes de précaution qu'il faudra prendre pour éviter de dépasser ces limites qu'il semble qu'on ait dépassées. Donc il y a une directive européenne donc, qui demande aux industries qui produisent ce genre de pollution de les identifier, de gérer, de déterminer donc, les risques qui sont liés à ces substances. Donc on leur demande d'imputer la charge de la preuve aux entreprises. Mais bon, voilà, c'est bien gentil, mais c'est pour le moment, ça monte. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à revoir. Il y a pas mal de gens qui proposent aussi le recyclage. Donc vous avez vu, là, on vous a distribué une petite bouteille de plastique. Il y a effectivement cette chose qui commence à se développer.
c'est déjà là, donc autant le réutiliser plutôt que de le balancer dans la nature. Donc on essaye de recycler, de recirculariser donc ces produits. Et puis évidemment donc favoriser des alternatives à ces produits chimiques. C'est par exemple moins utiliser des plastiques quand vous allez au marché. C'est plutôt prendre des papiers ou des choses comme ça. C'est tous ces comportements individuels qui peuvent être et toutes les incitations donc au niveau agriculture, donc éviter les pesticides et les produits chimiques. Il faut quand même savoir que dans les années 60, le DDT, qui est un des tout premiers insecticides qui a été utilisé pour traiter les champs, était largué avec des avions, et on détruisait tout au passage, quoi. Donc la première à être montée au créneau à l'époque, et qui est probablement l'une des précurseurs de tout ce qui est écotoxicologie et écologie environnementale, c'est Rachel Carson, donc, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Le Printemps silencieux, qui décrit tous ces phénomènes. Et ça a été gigantesque. Bon, depuis, ils ont trouvé mieux. Ils ont arrêté le DDT, mais ils ont dérivé d'autres produits qui sont encore plus toxiques. Alors, ça, c'est un autre problème. Voilà, pour conclure, je voudrais juste rappeler ici tous ces processus qui sont actuellement perturbés, mais ce qui est surtout extrêmement important, c'est les effets rétroactifs positifs et l'interconnexion entre tous ces produits, ces processus. C'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, quoi. C'est pas des trucs qui sont individuels, c'est qu'en plus ils interagissent, ils sont interconnectés. Donc là, vous avez les références, donc les articles fondateurs. Alors c'est difficile à lire. C'est Stephen Hall en 2009, Rockström et Hall en 2015. Et ici, vous avez les deux auteurs français qui ont bien popularisé, donc, à travers tous ces documents que j'ai présentés, donc, ou à travers deux de ces livres, donc L'empreinte écologique et les limites planétaires. Il n'y a rien d'original dans mes titres, donc je les ai empruntés à ces deux auteurs qui illustrent très très bien donc ce genre de phénomène. Et il y a vraiment urgence, et il y a beaucoup de signaux d'alarme, d'ailleurs, je vais en citer juste trois, qui sont très récents, donc d'actualité. C'est les méga-feux, vous avez tous entendu parler des grands incendies en Australie, en Californie. Là, vous avez un exemple, vous voyez, de perturbation de tous les de nombreux processus. Un méga-feu, ça résulte d'un sol qui devient plus sec, plus chaud, et donc qui flambe plus facilement. Quand il flambe, quand il brûle, vous allez libérer plein de suie, donc effet de serre, particules, donc pollution chimique, pollution de l'air, puits de carbone qui diminue. Enfin, vous voyez tous les impacts que ça peut avoir, quoi. Et donc toutes les boucles de rétroaction qui s'enclenchent. Les pandémies, je ne vous rappelle pas la pandémie du Covid, mais il y en a plein d'autres. La fragmentation des habitats, l'érosion de la biodiversité, l'augmentation des contacts avec la faune sauvage, c'est des risques potentiels pour choper des virus qu'on ne pensait pas choper avant. Donc c'est toutes les maladies émergentes qu'on décrit ces 20-30 dernières années, c'est des problèmes comme ça. C'est pas autre chose. Et donc, c'est l'Ebola, c'est la dengue, c'est le chikungunya, évidemment, c'est le Covid, la grippe aviaire, c'est toutes ces maladies. Et il y en aura d'autres. Il ne faut pas rêver, il y en aura encore d'autres. Ça fait 10-15 ans qu'on annonce une pandémie mondiale, quoi. On le savait qu'elle arriverait. Et pourtant, on n'était pas prêt. Et puis il y a les sols, donc, qui sont au cœur de tous les dépassements, de toutes les limites. Vous avez vu, le sol, c'est vraiment une interface majeure. Donc tous les cycles biogéochimiques sont liés à la nature des sols. La biodiversité, sans sol, pas de biodiversité. Et pour reprendre un ancien collaborateur qui était président du laboratoire où j'ai travaillé pendant quelques années et qui était aussi président du Muséum d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, pour le citer, on ne pourra jamais nourrir 8 milliards d'humains avec des sols morts. Sans sol, pas de vie possible et donc pas d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sensibiliser, évidemment, c'est un peu le but de cette conférence, mais encore, donc on peut impliquer évidemment localement toutes les collectivités, les associations, c'est ce qui se fait en ce moment. J'étais au marché encore samedi, il y avait plein d'associations qui distribuaient des tracts justement en vue de sensibiliser les gens à ces problèmes. C'est très bien, ça ne suffit pas. Mais localement, il faut qu'on diagnostique chacun dans son coin les limites de son territoire. Et donc ça, c'est local, c'est régional. Tout ça, on peut le faire. Et donc, c'est
mener des actions justement pour justement limiter, donc respecter ces fameuses limites à ne pas dépasser. Et donc ça veut dire infléchir les politiques locales. C'est ça le plus dur à faire. Donc c'est votre rôle, enfin les rôles des gens qui seront là. Il faut infléchir donc les décideurs politiques, les politiques locales, donc pour rendre ton territoire plus résilient donc aux crises et autres problèmes majeurs. Il va falloir qu'on repense aussi notre mode de fonctionnement dans la société des hommes et donc définir un certain nombre de priorités. Alors il y en a qui sont non négociables, évidemment, sans ça, il n'y a plus rien, plus de biosphère, plus rien. C'est le réchauffement climatique, c'est l'accès à l'eau douce, évidemment, et c'est la biodiversité. Il faut respecter certains besoins humains. Donc c'est l'accès à l'éducation, à la santé, la lutte contre la faim. Et bien sûr, tout ça, ça doit s'inscrire dans des économies qui vont favoriser justement un développement durable ou soutenable. Donc, où il y a un équilibre entre ce qu'on prélève et ce que la nature peut régénérer. C'est tout ça qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc il va falloir encourager donc, cette fameuse soutenabilité ou durabilité. Et j'ai envie de dire la soutenabilité forte, parce qu'il y a un deuxième courant qui s'appelle la soutenabilité ou la durabilité faible, qui en fait pense que la science, les biotechnologies, la géo-ingénierie et toutes ces choses-là vont pallier donc, au fait qu'on prélève un peu trop dans la nature. À mon avis, ils se trompent. Je suis pourtant dans le côté des scientifiques. Mais non, là, on a dépassé de loin c'est ce genre de considération. C'est un peu rêvé, quoi. Et il y a des idées qui sont juste ahurissantes, quoi. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il y en a qui envisagent d'injecter des particules dans la haute atmosphère, quoi. Ouf, je ne sais pas ce qu'ils gèrent ou ce qu'ils contrôlent avec tout ça. Donc, à mon avis, ce n'est pas les bonnes solutions. C'est comme dans Look Up, vous avez vu le film. C'est un déni des réalités. La réalité, c'est que notre capital naturel, donc ce que la Terre peut nous fournir, elle est limitée. Elle a ses limites. Il y a une finitude de la Terre. Il faut en prendre acte et faire avec. Donc il va falloir probablement repenser aussi notre modèle économique. C'est sûr que le modèle économique actuel, qui est basé sur la consommation à outrance, qui date d'il y a bien longtemps, qui est un produit indirect du siècle des Lumières, avec le mythe du progrès, où on pensait qu'on pouvait prélever comme on voulait ad aeternam nos ressources et autre chose, il n'est plus d'actualité. Il est clairement plus d'actualité. Alors il y a un modèle intéressant qui a été proposé par une économiste anglaise qui essaye de concilier en fait les besoins sociétaux et les limites planétaires. Et donc c'est son fameux modèle du donut, donc qui tient compte à la fois des équilibres écologiques et sociaux et qui surtout donne une boussole pour nos décideurs politiques. Et il se trouve qu'il y a quelques villes dans le monde, notamment Amsterdam, qui essayent de mettre en place ce genre de choses. Bon, évidemment, ils sont très sensibles à la remontée des eaux. Donc eux, ils ont peut-être plus que les autres une vision alarmiste des choses. Donc ils sont peut-être plus sensibles que les autres. Mais ils le mettent en place. Alors ce modèle, il est simple. Il s'inspire plus de la biologie que de l'aspect purement mécanique. Donc ils incitent à recycler, à circularité, donc c'est tout ce qui est. Ils encouragent aussi tout ce qui est diversité au détriment comme les monocultures par exemple. Ils privilégieraient plus la polyculture que la monoculture. Ils privilégient également la coopération plutôt que la compétition. Et c'est pas une gestion centralisée qu'ils préconisent, mais c'est plutôt une gestion polycentrique. Donc chaque région, en fonction de ses caractéristiques propres, des ressources propres qui doit gérer sa région. Et donc ça incite à plus d'action au niveau local. Donc le donut, il est là, avec un plafond social et un plafond écologique. Dès qu'on dépasse tout ça, parmi les plafonds sociaux, c'est l'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture, le genre aussi. Donc vous avez des tas de choses comme ça qui sont prises en compte dans son modèle. Et idéalement, il faut ne pas dépasser les deux et donc essayer de concilier ces deux choses. Et évidemment, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisque vous voyez qu'on est actuellement à 4, voire 5 limites dépassées. Et évidemment, pour ce qui est social, vous voyez que selon les régions dans le monde, l'accès à l'éducation, à l'eau douce, la lutte contre la faim, on en est loin encore.
Mais idéalement, voilà, c'est ce qu'il faudrait. Il ne faudrait pas dépasser ces plafonds. Et des solutions existent, mais il faut des volontés. Il faut une volonté importante. Alors pour passer la main à Jérôme, qui vous fera 2 conférences sur les enjeux énergétiques et sur la nourriture de la planète, c'est justement les 2 points à traiter en urgence. Parce qu'ils sont impliqués, comme vous l'avez vu, ils sont au cœur de pratiquement toutes les limites planétaires. C'est le secteur des énergies fossiles. On a vu que ça perturbait le climat, ça générait des particules fines, donc ça polluait l'air, ça pollue les sols, ça génère des pluies acides, ça acidifie les océans, ça perturbe tous les cycles biogéochimiques. Donc c'est vraiment au cœur de toutes les limites planétaires, c'est le secteur des énergies fossiles. Et donc ça sera l'objet d'une conférence que Jérôme Carreiro vous fera demain ou après-demain. Et pour reprendre Barbara Demenex, la pollution chimique et plastique, ainsi que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, sont liés à la surexploitation des énergies fossiles. Vous voyez, elle le souligne très très bien. C'est vraiment au cœur de tous ces problèmes. Et l'autre, évidemment, c'est l'alimentation humaine. Donc c'est les sols, l'aménagement des sols, c'est toutes les pollutions, la perturbation des cycles biogéochimiques, les engrais, les insecticides, et du coup ça pollue l'eau, ça perturbe tous les cycles. Donc c'est vraiment les deux leviers sur lesquels on peut agir et on doit agir de manière urgente pour essayer de limiter les problèmes dans un court terme, un moyen à court terme. Alors il y a des solutions, évidemment. J'ai évoqué les grandes lignes, je ne suis pas rentré dans les détails, c'est pas l'objet. Mais il y a surtout urgence. À mon avis, on est dans une décennie critique. Et donc, il faut faire comme les Shadocks, il va falloir qu'on s'y mette. Donc, il va falloir pomper. C'est pénible, c'est vrai. Il va y avoir beaucoup de boulot à faire. Il va falloir que vous acceptiez de chauffer moins. Il va falloir que vous ayez moins, plus de thé, plus de café, moins de voitures, moins voyager en avion. Enfin bref, il y a plein. Et oui, mais voilà, je veux dire, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est clair que c'est pas un avenir qui sera comme à l'heure actuelle. On voyagera moins, on chauffera moins. Les portables et tous ces machins-là, il y en aura sûrement moins parce que c'est des matériaux rares. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont devoir changer dans un futur proche. Alors il y a 2 possibilités. Soit on continue à ne rien faire, comme dans le film Don't Look Up. Et donc, on peut continuer à taper sur les mécontents, ça c'est pas un problème. Ou alors on essaye de faire quelque chose, parce que ne rien faire, c'est la pire des attitudes. On peut courir dans tous les sens, mais l'essentiel c'est d'y aller le plus vite possible. Et quoi qu'il arrive, c'est en faisant plein d'essais, on arrivera. La probabilité d'arriver à quelque chose, on va y arriver. Même si on rate très souvent, donc ça veut dire qu'on aura plus de chances d'y arriver. Donc il faut vraiment qu'on continue à. Et donc c'est encourager la recherche, c'est inciter et sensibiliser le grand public, mais surtout donner des boussoles à nos décideurs politiques. Les actions individuelles, c'est bien, mais ça ne suffira pas. S'il n'y a pas un infléchissement chez nos politiques et si on ne modifie pas notre modèle économique, je ne crois pas qu'on arrivera à gérer notre situation. Voilà, je crois que j'en ai fini.